Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. L'ONU parle de mésappropriation. C'est très politiquement correct. En langage commun, on parle de biopiraterie, soit le pillage par les entreprises, généralement du Nord, des savoirs ancestraux des communautés autochtones, ressources génétiques, semences, médecine, connaissances traditionnelles de la faune et de la flore, etc. Malgré le protocole de Nagoya de 2010, censé protéger ces communautés, la biopiraterie n'a pas disparu. Pour en parler, je reçois Pierre Johnson, expert, chercheur en économie écologique et auteur d'un ouvrage sur le sujet paru en 2012 aux éditions Charles-Léopold Mayer intitulé « Biopiraterie, quelles alternatives au pillage des ressources naturelles et des savoirs ancestraux ?» Bonjour Pierre Johnson. Bonjour. Allez, dans vos mots, la définition de la biopiraterie. C'est l'appropriation illégitime ou illégale des éléments de la biodiversité et des savoirs traditionnels qui y sont associés par des entreprises, mais aussi éventuellement des centres de recherche. Et ça existe depuis combien de temps, ce phénomène ? Depuis toujours. Enfin, depuis, disons, depuis peut-être ce qu'on appelle les grandes découvertes. Depuis que 15e siècle, alors. Voilà, les Occidentaux sont allés chercher des ressources ailleurs. Et aujourd'hui, alors, est-ce qu'on a une estimation des cas ? Moi, j'ai regardé, rien qu'entre 2002 et 2012, en Inde, l'Inde a traité 600 cas de biopiraterie. Oui, alors il y a des pays qui surveillent en fait les dépôts de brevets. C'est une des façons de détecter la biopiraterie, c'est de surveiller les dépôts de brevets associés à des plantes traditionnelles et à des savoirs traditionnels. Donc il y en a plusieurs centaines en Inde. Il y en a aussi 246 cas détectés par le Pérou jusqu'à 2022. Donc, et ça, c'est en augmentation ce nombre de cas parce qu'on surveille plus aussi. C'est comme la délinquance. Tout à fait. Voilà. On surveille en Afrique ? Alors, moins. Donc, on ne sait pas alors. Alors, certains pays africains ont fait des cadres juridiques, comme l'Afrique du Sud et récemment le Gabon. D'autres pays sont un peu un flou par rapport à leur application de ce protocole. Alors, moi, je suis une entreprise ou un centre de recherche. Je vais dans un pays ou une région qui appartient à une communauté autochtone. Et tiens, je vois qu'ils utilisent telle plante depuis des années, et je m'approprie cette plante. Voilà, c'est exactement comme ça que ça se passe, alors pour ne pas se l'approprier, si vous permettez, il faudrait effectivement déjà prendre connaissance de quelles sont les lois en vigueur dans le pays et demander ce qu'on appelle le consentement préalable de l'État et des communautés auxquelles est associé ce savoir d'utiliser et partager finalement les avantages, qu'on appelle les avantages issus de l'exploitation de ces ressources. Donc naturelles. En gros, mon brevet, c'est de l'ADN que je dépose, c'est ça ? Non, c'est pas nécessairement. Ça peut être une molécule, c'est-à-dire qu'à partir d'une plante, comme vous avez les moyens d'un laboratoire, vous pouvez détecter qu'effectivement le savoir traditionnel qui montre que c'est efficace contre le paludisme ou contre d'autres infections vient de telles molécules. Mais en fait, ça vous permet d'éviter de scanner 500 plantes. C'est-à-dire que vous allez directement focaliser sur... Parce qu'il y a des traditions dans des communautés. Alors, quelques exemples. Par exemple, le kouachi en Guyane. C'est quoi le kouachi ? Le kouachi, c'est une plante un peu commune qui a des propriétés justement contre le paludisme. Alors, quand je vous disais que ça peut concerner des centres de recherche, l'Institut de recherche pour le développement, qui est un institut français, l'IRD. Alors, on ne sait pas si c'est vraiment un cas de biopiraterie, mais il y a une controverse à ce sujet. Donc, à interroger des personnes de communautés locales, de toute origine, dans les années 2010. Et en 2015, on déposait un brevet sur une molécule qu'ils avaient identifiée. Donc, grâce à ces savoirs traditionnels qui sont répandus dans la Caraïbe, ils ont pu identifier que cette plante était efficace. Et il y a eu une accusation de biopiraterie par les communautés autochtones de Guyane, dont on parle peu. Mais voilà, et c'est face à l'Office européen des brevets. C'est-à-dire qu'ils ont déposé un brevet au niveau européen et il y a eu cette controverse. Et d'autres exemples, par exemple, la pervenche de Madagascar. Oui. Alors, c'est une plante qui est déjà identifiée dans les années 50 par un laboratoire, par une entreprise pharmaceutique américaine, Eli Lilly Pharmaceuticals, et qui est très efficace contre le cancer, certains cancers, dont la leucémie. Et actuellement, cette entreprise fait 220 millions de dollars de bénéfices par an. Ah oui, parce que oui, par an, parce que elle contient la molécule qui est efficace, la plus efficace contre la leucémie. À cette époque, il n'y avait pas de protocole, de loi contre. Donc elle ne reverse rien.
Donc elle ne reverse rien ni à Madagascar, ni aux communautés qu'elle a interrogées à l'époque. Donc on a pris conscience du problème, protocole de Nagoya 2010, mais on avait pris déjà conscience du problème en 92. Oui, 92. En fait, c'est un protocole qui est le protocole de la Convention sur la diversité biologique, qui est une des 3 conventions signées à Rio. Vous vous souvenez du sommet de la Terre, le sommet de la Terre à Rio. Donc, il y avait déjà, c'est à l'époque où a émergé un peu ce sujet. Et le mot biodiversité lui-même, il date des années 80, des scientifiques de la fin des années 80. Donc, c'est assez récent. Et ce savoir des peuples autochtones et traditionnels et locaux, on prend de plus en plus conscience de sa valeur pour la protection de la biodiversité, en fait, pour la sauvegarde, la restauration de la biodiversité. Ouais. Et donc, le protocole de Nagoya, normalement, est censé les protéger. Exactement. Est-ce que c'est le cas ? Oui, dans une certaine mesure, mais comme je vous dis, tous les Donc il ne devrait plus y avoir de piraterie. Alors, tous les États n'ont pas signé, et le protocole de Nagoya induit l'obligation en plus aux États qui sont fournisseurs de ces ressources naturelles de faire un cadre légal. Oui, mais il faut des moyens pour ça. Donc, voilà, exactement. Donc on est d'accord pour dire qu'aujourd'hui, tous les États n'ont pas mis en place un cadre. Exactement. Par manque de moyens. Par exemple, dans l'océan Indien, vous citiez Madagascar, l'État malgache n'a pas encore mis en place un cadre juridique. Ça fait des années qu'il en discute. Il y a peut-être un problème de compréhension aussi de ce que sont ce qu'on appelle les ressources génétiques et les savoirs traditionnels associés, une confusion avec certains produits de rente qui rapportent beaucoup. Donc, il n'a pas encore mis en place ce cadre, malgré des années de discussion. Est-ce que l'exemple d'une bonne réaction, ce serait celui de l'Inde, qui a mis en place ce cadre-là, avec vraiment des organismes, des institutions qui veillent? Il y a une bibliothèque digitale des savoirs traditionnels. En Inde, la TKDL, et qui, justement, se base sur les 5 médecines traditionnelles indiennes, Ayurveda, etc. Je ne vais pas vous les détailler. Et les plantes qui sont mentionnées dans ces textes et dans ces traditions sont protégées. Et on scanne. Il y a des accords avec l'Office européen des brevets, l'Office japonais, un certain nombre d'offices des brevets les plus importants dans le monde pour vérifier ce que disent les dépôts de brevets. Ce que disent les dépôts de brevets quand elles mentionnent ces plantes. Il faut dire qu'on a essayé de leur piquer le riz basmati. Entre autres. C'est une piraterie de marque. La marque basmati est déposée aux États-Unis. Mais ils ont eu d'autres soucis. Je disais près de 600 cas. Tout à fait. Le Nîmes, l'argousier indien, qui est un biopesticide, qui contient un biopesticide très efficace. Il y a aussi une entreprise américaine qui a voulu déposer un brevet dessus. Alors c'est connu depuis des siècles. C'est utilisé même en Afrique où cette plante est répandue. Donc vous diriez en tant qu'expert que c'est un bon modèle? Oui, c'est un modèle. Oui. Ça demande quoi? Volonté politique? Ça demande de la volonté politique, d'y mettre des moyens, mais c'est rentable. Et de l'argent. Et de l'argent, puisque c'est rentable, puisque ça ne leur a coûté que 3 millions de dollars sur quelques années, alors que... De faire cette bibliothèque digitale. De faire la mettre en place sur 5-6 ans, alors que rien que la dénonciation, le frais d'avocat, etc., pour dénoncer un des brevets, celui sur l'argousier, a coûté la moitié. Vous voyez qu'ils ont pu défendre ils ont pu dénoncer 220 brevets avec seulement 2 fois le prix que ça coûte en frais d'avocat pour un brevet. Alors, vous qui êtes expert, pourquoi les Africains ne se mettent pas plus fortement? Alors, ils commencent à s'y mettre. À part l'Afrique du Sud. Oui, l'Afrique du Sud, le Gabon aussi, qui a des plantes. Oui, qui a un souci avec une plante. Non, elle avait un souci. Peut-être que cette loi va le régler, ces accords. C'est-à-dire l'iboga, qui est une plante aux propriétés assez intéressantes contre des formes psychiques, des traumatismes, des dépressions sévères inguérissables par ailleurs, qui est utilisée dans des rituels locaux par des populations locales et qui est utilisée dans des cliniques, mais illégalement aussi dans certains pays. Parce que jusqu'en 2022, il n'y avait pas le droit d'exporter cette plante. Or, elle était exportée en Europe, en Amérique du Nord, au Mexique, etc., dans les cliniques privées. Et en 2022, ils ont fait un cadre légal. En 2023, il y a le premier accord avec une entreprise canadienne, Theragnosis, pour fournir 100 kg d'iboga par mois. D'accord. Et fournir ces cliniques en toute légalité, en partageant les bénéfices avec des communautés locales. Voilà, c'est pas seulement l'État gabonais, ça va bien directement dans la communauté locale. Tout à fait. Donc c'est le Gabon. Est-ce que d'autres pays africains s'y mettent ou même sud-américains? Oui, alors en Amérique du Sud beaucoup plus. Le Pérou a une commission de lutte contre la biopiraterie
et aussi une loi pour le partage des bénéfices. Le Brésil également. Enfin, le Brésil a une loi qui a permis, par exemple, à une grosse entreprise cosmétique brésilienne, Natura, de développer des ingrédients donc très intéressants au niveau cosmétique avec les communautés locales et de partager les bénéfices avec elles. Depuis, ça fait 15 ans, depuis pratiquement le début du protocole de Nagoya et même avant. Donc Brésil, Pérou, d'autres pays, l'Équateur, voilà, d'autres pays d'Amérique du Sud ont ce cadre légal. Et dernière question, concrètement, ça peut rapporter vraiment aux communautés. Oui, en Afrique du Sud, c'est 1,5 million par an sur une certaine plante qui tombe directement. Oui, tout à fait. Il y a le Houdia, sur lequel il y avait une polémique aussi et qui maintenant est protégé. Donc évidemment, il faut voir que les bénéfices des industries pharmaceutiques et cosmétiques sont énormes. Donc il y a de l'argent. Ouais. Merci beaucoup Pierre Johnson pour vos réponses. Moi qui vous remercie. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.